Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un évêque noir dans un pays où la couleur de la peau suffit à déterminer le sort des hommes qui y vivent, c'est plus qu'un symbole. Le père Desmond Tutu, ce prêtre anglican d'Afrique du Sud, couronné par le prix Nobel de la paix l'année dernière, était intronisé aujourd'hui évêque de Johannesburg. Une occasion de plus pour lui de rappeler le sens de son combat contre la discrimination raciale. Gérard Pinto. Cathédrale Sainte-Marie ce matin. Desmond Tutu frappe à la porte. Ce geste fait partie du rituel d'intronisation, mais les coups de crosse du nouvel évêque anglican de Johannesburg sont aussi le symbole de la volonté farouche du prix Nobel de faire entendre les revendications de ses frères de race. Je suis un homme de paix, mais pas un pacifiste, aime à dire Monseigneur Tutu, qui n'a jamais cessé de lutter contre l'apartheid. Il était depuis 1978 secrétaire général du Conseil sud-africain des Églises. Sa nomination comme premier évêque noir de Johannesburg est un nouvel avertissement lancé par l'Église anglicane au gouvernement sud-africain. Si dans 2 ans, les travailleurs noirs continuent d'être confinés dans des bantoustans, si un important effort de formation n'est pas entrepris, Monseigneur Tutu n'hésitera pas à appeler les chrétiens du monde entier à des sanctions économiques contre le régime de Pretoria. Pendant ce temps, le pape Jean-Paul II abordait l'étape la plus difficile de son voyage en Amérique du Sud, le Pérou. Il s'est rendu aujourd'hui à Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, puis à Ayacucho, au cœur du territoire tenu par la guérilla du Sentier Lumineux. Il s'est adressé directement aux guérilleros pour leur demander de se convertir à la cause de la réconciliation et de la paix et d'épargner les victimes innocentes de la guerre civile. On estime qu'elle a fait plus de 5000 morts en 5 ans. Le pape s'est également adressé aux autorités péruviennes pour les conjurer de combattre la pauvreté. À tous, il a demandé de se battre avec les armes de la justice. Attentat contre des soldats américains de l'OTAN en Grèce la nuit dernière. Une bombe a explosé dans un bar de la banlieue d'Athènes, fréquenté par des militaires de la base d'Ellinikon. 78 personnes ont été blessées. Hélène Rizacher. Ce soir, un correspondant anonyme se réclamant de la cause chypriote grecque a revendiqué l'attentat au nom du groupe Front National, inconnu de la police. Notre action est dirigée contre les Américains responsables de l'occupation de Chypre, a déclaré le correspondant. Dans les prochains jours, nous frapperons d'autres objectifs. Les Américains comptent 4 bases militaires et 4000 hommes en Grèce. Par ailleurs, la police grecque est sur la piste d'un homme soupçonné d'avoir déposé la bombe dans ce bar de Glyfada hier soir, sur la côte sud-est d'Athènes. L'engin de fabrication artisanale a explosé à 22h30 locale, alors que le bar était comble. Les clients, essentiellement des soldats américains de la base aérienne d'Ellinikon. Cet après-midi, 10 des GIs, les plus grièvement blessés dans l'explosion, ont dû être transférés par avion dans un hôpital américain d'Allemagne fédérale afin de recevoir des soins intensifs. 5 autres victimes sont toujours hospitalisées à Athènes. Le dernier attentat anti-américain en Grèce remontait au mois d'avril 1984. Pour l'heure, les experts grecs se refusent à rapprocher cette explosion de la vague d'attentats anti-américains de ces derniers jours en Belgique et au Portugal. En Israël, un sondage publié aujourd'hui par le journal Haaretz fait apparaître que plus d'un Israélien sur 2, exactement 52%, est opposé désormais à la poursuite des implantations de population en Cisjordanie. C'est la première fois qu'un sondage sur ce sujet donne un tel résultat. En France, l'opposition a réuni aujourd'hui les 2/3 de ses leaders devant la convention des clubs 89, un mouvement proche du RPR. Les 2/3 parce que Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac se sont retrouvés à la même tribune, mais Raymond Barre, en revanche, s'était fait excuser. Marie-Claire Thiers. Union qui, seule, nous donnera la dynamique nécessaire au succès et seule nous donnera, au lendemain de ce succès, la capacité qui nous permettra de gouverner de façon efficace, alors que ce ne sera à l'évidence pas facile. Il y a une partie de l'Union qui est de moins en moins nécessaire, celle qui efface les conséquences des divisions du passé. La cicatrice est refermée. Aucune manœuvre de l'actuelle majorité ne pourra la rouvrir.
Jean-Marie Le Pen, qui était tout à l'heure l'invité du Club de la Presse sur Europe 1, a défini la stratégie du Front National pour les élections cantonales. Au premier tour, des candidats partout, et pour le deuxième tour, les candidats de l'opposition, a-t-il dit, pourront espérer obtenir les voix des candidats du Front National à condition qu'ils ne frappent pas le dit Front National d'ostracisme. Les communistes français poursuivent la préparation de leur 25e congrès qui va s'ouvrir mercredi. Aujourd'hui, la Fédération de l'Essonne se réunissait à son tour. Un test intéressant car on estime qu'elle abrite beaucoup de rénovateurs, parmi lesquels Pierre Juquin. La politique gouvernementale actuelle ne permet pas de sortir de la crise. Les travailleurs sont déçus et notre parti est affaibli. Il convient donc de chercher un autre chemin, d'ouvrir une autre période. Si la rupture confirmée de l'Union de la gauche ne semble pas avoir posé trop de problèmes à la Fédération de l'Essonne, il n'en fut pas tout à fait de même pour le projet de résolution au 25e congrès. Le texte de la direction a été adopté, certes massivement par la conférence fédérale, mais après avoir été amendé, un peu moins nettement toutefois que dans d'autres fédérations plus contestataires comme la Haute-Vienne, le Bas-Rhin ou la Meurthe-et-Moselle. Ces amendements concernent notamment la vie du parti, le centralisme démocratique, la crise. Ils étaient défendus en particulier par Pierre Juquin, l'un des chefs de file de la contestation, qui paraît donc avoir maintenu son cap tout en refusant la provocation à l'égard de la direction du parti. Pour le Parti communiste, le débat, c'est comme l'oxygène pour le corps humain. Un camarade a dit que ce débat se poursuivrait. Bien sûr, le Congrès va prendre un certain nombre de décisions applicables par tous les communistes. Mais beaucoup de questions restent et resteront posées. De nouvelles vont surgir, c'est la vie. Et le libre débat de tous les communistes est pour nous la seule méthode qui permette de les résoudre. La municipalité de Sarcelles, dans le Val d'Oise, vient d'inaugurer une rue en hommage aux refusniks. Les refusniks, c'est le nom que l'on donne en URSS aux Juifs à qui le pouvoir soviétique refuse un visa pour émigrer en Israël. Le geste du conseil municipal de Sarcelles n'a bien sûr que valeur de symbole, mais on remarque tout de même que toutes les formations politiques, de droite comme de gauche, ont voté cette décision à l'unanimité. Et puis à Paris, un attentat a détruit ou endommagé plusieurs voitures la nuit dernière près du secrétariat d'État au Dom-Tom, boulevard des Invalides. L'attentat n'a pas fait de victimes toutefois. L'engin était de forte puissance et il avait sans doute été placé sous une voiture. Cette action n'a pas été revendiquée. Les enquêteurs la rapprochent d'un autre attentat commis le 17 janvier contre une caserne de gendarmerie qui abrite le commandement pour les départements et territoires d'outre-mer. Avec la recrudescence des attentats terroristes depuis quelques semaines, le gouvernement a renforcé la sécurité des bâtiments publics et du personnel ministériel. La plupart des ministres, bien sûr, ont d'ores et déjà un garde du corps et même, figurez-vous, que l'un d'entre eux est protégé par une femme. Elle s'appelle Christine, elle a 29 ans et elle est la seule jusqu'ici à pratiquer ce métier assez inattendu. Henri Fabre l'a rencontré. Attachés aux hommes politiques français et étrangers, ils sont près de 200 policiers spécialisés dans la surveillance et la protection des hautes personnalités. Parmi eux, une femme, Christine, et sa trajectoire insolite à travers un milieu pour le moins viril. Je suis inspecteur de police et je suis donc chargé de la sécurité d'un membre du gouvernement. Une femme peut être aussi capable d'assurer une profession qui a été jusqu'à présent remplie par un homme. On croit toujours que je suis la secrétaire du ministre. Je vais passer le concours de commissaire les 11 et 12 février prochains. Avec quelle chance de réussite? Avec une chance excessivement faible, je dirais même infime, puisque je crois qu'année dernière, il n'y a eu qu'une femme qui était reçue au concours de commissaire par l'intérieur, concours interne. Une seule femme pour la France. Combien de postes proposés aux femmes? Je crois que c'était 4 ou 5. Et pour les hommes? Et pour les hommes, une 30aine.
6 morts cet après-midi dans un accident d'avion qui s'est produit au cours d'une démonstration de parachutisme dans le Var. Le paraclub du Canet avait organisé une fête aérienne. L'un des appareils, un monomoteur Cessna, avait décollé depuis quelques minutes avec 6 personnes à bord et lors d'un passage à basse altitude, il a heurté une ligne électrique. Il s'est écrasé tout aussitôt, il a pris feu et tous les occupants ont été tués. On n'explique pas l'origine exacte de cet accident car la visibilité était excellente et il n'y avait pas de vent. Les championnats du monde de ski ont repris aujourd'hui à Bormio, en Italie, avec les 2 descentes, hommes et femmes, et dans lesquelles les Suisses ont triomphé sur toute la ligne, puisqu'ils ont remporté 4 médailles. Premier chez les hommes, Zurbriggen et Peter Müller, et chez les femmes, victoire de Michaela Figini et de Ariane Erat. Daniel Leclerc. Michaela Figini est la nouvelle étoile du ski alpin. Depuis un an, la championne olympique de Sarajevo accumule les succès avec une insolente supériorité. Témoin, un début d'année exceptionnel. 3 descentes le mois dernier pour autant de victoires. Et même, lorsqu'elle est battue, les dieux sont avec elle. Souvenez-vous, hier, favorite de cette descente, elle n'avait réalisé que le 2e temps. Mais après son passage, le vent s'est mis en colère, comme pour effacer sa trace et pour imposer le report. Sorte de don du ciel pour cette jeune Suissesse de 19 ans. Michaela Figini a su prendre cette fois une trajectoire en or. Chez les hommes, Pirmin Zurbriggen est un véritable phénomène. À peine 3 semaines après son opération d'un ménisque, ce Suisse de 22 ans apparaît comme un véritable épouvantail. Sorte de décathlonien du ski, celui que l'on compare à Jean-Claude Killy ambitionne tout simplement de gagner sur tous les terrains et enlever 4 médailles d'or. Un formidable pari que pour l'instant, Pirmin Zurbriggen est en passe de tenir. Victoire dans la descente du combiné vendredi, il remporte aujourd'hui son premier grand titre en descente à plus de 133 km/h. Pour Pirmin Zurbriggen, la moisson a commencé. Et on continue la page sportive avec le football, puisqu'il y avait encore aujourd'hui, Daniel, 3 matchs de la 24e journée. Oui, c'était la suite et fin de cette 24e journée du championnat. Alors ça va pas très bien pour les joueurs du président Borelli. Le Paris Saint-Germain a été battu à Marseille 3-1. Bonne affaire en revanche pour Monaco qui est allé gagner à Sochaux 2-1. Et enfin, dans le derby lorrain, pas de vainqueur entre Metz et Nancy. 2 buts partout, et ce qui nous donne pas de changement au classement. Bordeaux a toujours 3 longueurs d'avance sur Nantes. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous allons faire une petite traversée outre-Manche pour aller dans le championnat anglais pour une rencontre entre Everton, le leader, qui accueillait Watford, l'équipe du chanteur d'Elton John. Une rencontre qui s'est disputée au stade de Goodison Park devant 34 000 spectateurs, une ambiance électrique, 0-0 à la mi-temps, mais tout va se dérouler en deuxième période et le gardien de Watford va passer une mauvaise après-midi. Premier but signé Gary Stevens, le défenseur. On le revoit au ralenti, vous allez voir que Gary Stevens a été aidé involontairement par un défenseur de Watford qui dévie la trajectoire du ballon. 1-0 pour Everton. C'est le début du festival avec ici Braswell qui centre, mauvais dégagement de la défense et qui est à la réception dans une forêt de jambes. Encore Gary Stevens qui inscrit son 2e but de l'après-midi. Il est content et on le comprend. La fête continue pour Everton avec l'inévitable Braswell. À l'origine de tous les buts, il a vu au 2e poteau Kevin Sheedy et c'est le 3e but pour Everton. On va d'ailleurs revoir ce très bon mouvement des joueurs d'Everton avec Braswell qui évite son garde du corps. Braswell a levé la tête, il a vu au 2e poteau Kevin Sheedy et regardez le très beau geste technique, reprise de volée du pied gauche. On croit que quelqu'un va se saisir du ballon. Eh bien, pas du tout. Ce ballon vient mourir dans le coin gauche du gardien. Dernier but maintenant sur cette attaque avec un beau contrôle du numéro 7, Steven. 4-0. Les supporters d'Everton étaient contents. D'ailleurs, Everton a fait une bonne affaire car son suivant, Tottenham, a été accroché à Luton Town 2-2, ce qui permet à Everton de mener de 4 points devant Tottenham. Alors, je vous donne une dernière information au tennis. Je viens de l'apprendre au tournoi de Memphis.
Le Suédois Stefan Edberg a battu en finale Yannick Noah en 2-7, 6-1, 6-0, mais je crois que Noah avait une excuse. Il avait été sérieusement handicapé par une entorse à la cheville gauche. Dommage pour lui quand même. Sur l'hippodrome de Vincennes, on disputait aujourd'hui le Prix de France, qu'on a coutume de considérer comme la revanche du Prix d'Amérique couru la semaine dernière. Malheureusement, le vainqueur du Prix d'Amérique, Lutin d'Isigny, n'était pas là aujourd'hui. Alors plutôt qu'une revanche, c'était donc en fait une course de consolation. Regardez. En l'absence de Lutin d'Isigny, le nouveau roi d'Amérique, tous les regards étaient tournés vers l'Urabeau, vainqueur l'an passé, favori des turfistes et en quête d'une réhabilitation. Mais dans ce départ, l'autostart, l'Urabeau partait en seconde ligne et n'a pu appliquer sa tactique habituelle, la course en tête pour user ses adversaires, c'est Micadossé qui s'était lancé devant Minou du Donjon. Après la descente, on retrouve les chevaux au début de la montée avec toujours Micadossé devant Minou du Donjon, et alors qu'à la corde, on trouve Lido du Chignon et derrière Montourbillon et Major du Brion. L'Urabeau est loin, il va faire un bout extraordinaire, un sprint extraordinaire dans la montée, on ne le verra pas, c'est dommage. Il remonte à la hauteur de Micadossé, mais sous la violence de l'effort, vous le voyez, c'est ce numéro 11 derrière la voiture des commissaires, il commet une faute. Et comble d'infortune, dans sa détresse, il freine sur son passage Minou du Donjon, les deux pensionnaires de Jean-Loup Pepion. La course est terminée pour eux. On revient sur les chevaux de tête pour retrouver ce cheval suédois qui a assuré tout le train à son compte, Micadossé, mais il a donné beaucoup, il a été trop généreux, et en pleine piste arrive Montourbillon, attaqué par Major du Brion. C'est le dernier atout de l'écurie Pepion, on croit qu'il peut revenir, mais pas du tout. Montourbillon enlève là son deuxième prix de France devant Major du Brion. Premier Montourbillon, deuxième Major du Brion, mais il manquait Arsène Lutin. Ce n'était pas ce prix de France qui servait de support au tiercé aujourd'hui, c'était le prix de Nevers, toujours à Vincennes bien sûr. Il fallait jouer le 11, le 8 et le 7 pour le gagner. Il rapporte dans l'ordre 715 francs et dans un ordre différent 143 francs pour 5 francs de mise. Après le nouveau roman, les nouveaux philosophes et les nouveaux pauvres, voici les nouvelles images. Ce qu'elles ont de nouveau, c'est qu'elles sont produites par des ordinateurs. On va en présenter un très grand nombre la semaine prochaine à Monte-Carlo, où va se tenir un forum des nouvelles images organisé par l'Institut national de l'audiovisuel. Et comme nous l'explique Hubert Coudurier, ces images ne sont pas seulement une nouveauté esthétique, elles représentent aussi un enjeu économique important. Pas de prise de vue, mais une reconstitution point par point, les pixels. Ce sont des images de synthèse entièrement traitées par ordinateur. Ces nouvelles images, c'est aussi le royaume du 3D, une maîtrise totale de l'espace dans les 3 dimensions. Elles ont désormais quitté le stade du laboratoire. Le traitement mathématique de l'image trouve des applications scientifiques, industrielles et même militaires. On les utilise également de plus en plus dans l'audiovisuel pour faire des génériques ou des trucages. Son inconvénient, un procédé de fabrication coûteux. Mais avec les progrès de l'informatique, miniaturisation des composants et logiciels de plus en plus performants, apparaissent des systèmes à bas prix. Et donc, un marché porteur. Certaines études que nous allons d'ailleurs fournir lors de l'inauguration du festival font apparaître un marché de l'ordre de 20 milliards de dollars, soit 200 milliards de francs à l'horizon 1990. C'est important. Est-ce que la France et l'Europe a les moyens de résister aux Japonais et aux Américains? Résister aux Américains d'abord. Les Américains ont été les premiers et les plus avancés dans ce domaine, les Japonais plus en retard. Ils feront une entrée assez, je crois, impressionnante lors de ce forum, précisément de la semaine prochaine, à Monte-Carlo, mais ils sont encore en retard, et même, je dirais, d'une certaine façon, même par rapport aux Européens. La France, en Europe, se tient à égalité de champ à peu près par rapport à l'Angleterre et à l'Allemagne fédérale. Moi, par exemple, moi qui ne suis qu'un raté, toujours derrière les autres, une ombre, rien de plus. Alors vient cette invitation, je pense, étonné, en me déguisant en ombre, mais personne ne me remarque. Le plan recherche-image lancé par le gouvernement permettra dans les années à venir d'utiliser au mieux informaticiens et mathématiciens français, sans oublier les créateurs cinématographiques et télévisuels qui seront présents au rendez-vous de Monte-Carlo. Continuons dans la nouveauté, après les nouvelles images, la nouvelle chanson. Michel Jonas donne une série de récitals en ce moment au Palais des Sports à Paris et Dominique Poncet est allé l'entendre. Un jour, ce
fait pleurer les nuages qui passent, la tour qui monte à Montparnasse. Pour moi, les mots, c'est de la musique aussi, et que je les choisis souvent pour leur musicalité. Et voilà, ça peut paraître curieux, peut-être. Un curieux bonhomme, vraiment, que Michel Jonas, aussi à l'aise dans le blues funky que dans les mélodies bossa. Et voilà qu'avec sa drôle de bobine de Pierrot Lunaire, lui, si timide dans la vie, s'est mis en tête d'unir vers l'Uni chaque soir 5000 personnes. Peur, Jonas? Non, la sérénité même. L'interprète sait qu'il a derrière lui, ou plutôt devant lui, sa musique et ses mots, et que ça, ce sont de sacrés tuteurs. C'est curieux l'inspiration, hein, comme chose. Les mots m'arrivent comme ça. Ils m'arrivent, mais ils m'arrivent souvent avec leur propre musique aussi. Hein. Ah oui, mais sont d'abord les mots. C'est les mots qui sont... mais c'est des mots et des notes en même temps. C'est les mots qui chantent. Pour moi, le thème de mon spectacle, c'est le bonheur, et je parle de ça aux gens, quoi. Je leur dis, voilà, au fond, je vais vous expliquer je sais ce que c'est que le bonheur, et je vais vous expliquer ce que c'est que le bonheur. Et un peu de blues aussi demain dans le ciel de la France. Regardez la carte, une matinée grise et humide sur le tiers nord-est du pays. Amélioration l'après-midi, sauf sur l'Alsace et la Lorraine où il continuera de pleuvoir. Partout ailleurs, il fera plutôt beau et les températures resteront élevées pour la saison. Demain soir, vous retrouverez Geneviève Guichenet pour une nouvelle édition de Soir 3 à 22h40. Dans un instant, au cinéma de minuit, Nuit de feu de Marcel L'Herbier. Et avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité de ce dimanche. Excellente fin de soirée. Le prix Nobel 84, le prêtre noir Desmond Tutu, consacré évêque de Johannesburg en Afrique du Sud. Jean-Paul II au Pérou, le pape a prêché le dialogue et la réconciliation au cœur de la guérilla. Chirac et Giscard appellent à l'union devant les clubs 89, mais Raymond Barre n'a fait qu'envoyer un message.